Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, le sujet, un père célèbre mais inconnu pour un fils qu'il n'a pas reconnu, la base d'une très longue enquête que vous avez menée avec le feu vert de Romain Vidal, le fils de Christophe. Bonjour Bernard Pasquito. Bonjour. Alors, il se trouve que vous êtes journaliste. On va expliquer comment vous êtes retrouvé dans cette histoire, mais vous signez avec Romain Vidal, Christophe, mon père inconnu chez Robert Laffont, avec en sous-titre « Je voulais juste lui dire mon amour », c'est-à-dire la découverte de Christophe à travers un fils qu'il n'a pas reconnu. Alors, on va évoquer bien sûr ce livre et Romain Vidal, pourquoi vous le remplacez au micro? Simplement parce que je crois qu'il a une maladie depuis 20 ans qui l'empêche de se déplacer. Oui, Romain Vidal, qui a 56 ans aujourd'hui, est atteint de sclérose en plaques depuis une vingtaine d'années. C'est un peu difficile de préciser exactement, mais c'est en tout cas au moins 20 ans. Et donc, il est dans un fauteuil. Sa vie se résume à ça. Il est très atteint. Heureusement, son cerveau n'est pas atteint. Il est capable de s'exprimer. Mais voilà, c'est une vie enfermée, cloisonnée. Et pour lui, c'était très important d'arriver à faire ce livre. Voilà. Alors ce livre, justement, on va le raconter à travers des dates clés. La première que j'ai trouvée, c'est le 17 avril 2020, La mort de Christophe, ou un message de désespoir sur Internet de Romain Vidal, parce qu'il n'a pas pu avoir de nouvelles de son père, ni même assister aux obsèques. Oui, il dit mon père biologique, oui. À l'époque. Alors, peu de gens savent. Alors, tout le monde sait depuis très longtemps, la France entière sait qu'il y a eu un enfant, Christophe, Michel Thor, et tout ça a été un peu oublié parce que la naissance de Romain date de 1967, et comme il n'y a jamais eu de démarche de la part de Michel Thor, que Christophe n'en a jamais parlé, donc on avait mis ça un peu enfoui. Et puis on s'aperçoit au moment où Christophe, alors que nous le savons pas trop, est malade du Covid, qu'il est en train de mourir, apparaît ce garçon que personne ne connaît. Et qui lance un appel désespéré sur YouTube en disant depuis plusieurs jours je n'ai pas de nouvelles de mon père biologique, j'aimerais en avoir. Ça a fait un petit peu scandale. Certains l'ont interprété de façon très malhonnête, je trouve, en disant ça y est, les héritiers se pointent. Ça n'a jamais été évidemment le but de Romain, mais en tout cas ça a fait bouger. Et quelques heures après, on a appris que Christophe de l'hôpital Cochin avait été transporté en Bretagne, à Brest, où d'ailleurs il va finir par mourir. Alors il se trouve aussi que cette histoire, vous la prenez, Bernard Pasquito, par un médecin commun avec Romain Vidal. Oui, c'est une coïncidence vraiment très amusante. J'habite Aix-en-Provence depuis quelques années et j'ai un médecin généraliste que j'avais depuis quelques mois seulement. Et on avait pris l'habitude on avait sympathisé, on échangeait un petit peu après la consultation, on échangeait toujours quelques idées. Et là, 8-10 jours après la mort de Christophe, je peux pas m'empêcher de dire oh là là, vous vous rendez compte, Christophe est mort. Et là, il me répond, mais c'était mon ami. Et là-dessus, il me dit qu'il était à l'enterrement, lui-même, il est allé, il me parle du fils, qui est son patient, de Romain, qui est son patient, il est également le médecin de Michel Thor, et de fil en aiguille, il me raconte le malheur de ce garçon, et mon sang d'écrivain ou de journaliste ne fait qu'un tour, et je lui dis, mais il serait d'accord pour faire quelque chose il me dit, mais pourquoi pas, je vais lui demander, et voilà. Et il nous a mis en relation. Et tout de suite, ça s'est bien passé. Ouais, immédiatement, parce que moi je trouvais que c'était une histoire absolument formidable. Elle est beaucoup plus formidable que ce que je pensais au départ, d'ailleurs. Humainement, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Et puis Romain, lui, c'est tout ce qu'il attendait. Ce garçon a besoin d'une reconnaissance, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, d'une vraie reconnaissance en tant qu'être humain, en tant que fils d'eux, de peu importe de qui, mais de son vrai père.
Voilà, et tout d'un coup, arriver à faire ce livre, et je pense qu'on l'a fait beaucoup mieux encore que ce que ça aurait pu être. Avec tous ces gens qui témoignent, en même temps que ces gens témoignent et vous racontent cette histoire, il raconte aussi son histoire à Romain. Bien sûr. Alors, il se trouve que ce livre, c'est 2 ans d'enquête, et vous découvrez aussi, Romain, mais également Christophe, que la France a découvert le 14 octobre 1965 avec cette chanson. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Première télé au palmarès des chansons en costume cravate, et curieusement le disque était sorti un peu plus tôt, mais ce qu'on ne sait pas, Bernard Pasquito, c'est que Christophe était au service militaire, donc n'a pas pu le lancer correctement. Oui, c'est une autre époque, vraiment. D'abord, c'est une époque où les chansons mettaient 5 mois, 6 mois avant de devenir des succès. Et puis ensuite, ça restait pendant 1 an et demi, 2 ans, un succès. Il n'y avait pas de coup qui passait comme ça tous les 8 jours. Et Christophe, donc, avait enregistré ça. D'abord, pourquoi il s'est appelé Christophe? Vous savez que c'est pas son vrai prénom. En fait, il s'appelait Daniel Bevilacqua, et il avait choisi Christophe parce que sa grand-mère lui avait offert un médaillon de Saint-Christophe, ouais. Et puis parce que il adorait la course automobile déjà, et donc c'est censé être le patron des automobilistes. Et voilà, donc le disque sort, lui, il est au service militaire, il devient une vedette, mais personne ne le sait autour de lui, puisque les autres soldats, les officiers, ne connaissent que le soldat Bevilacqua, Daniel, et donc rien à voir avec Christophe. Et il va falloir que son producteur, sa maison de production, demande à l'armée de le libérer par moment pour qu'il aille faire un petit peu de promo, parce que le succès est énorme et tout le monde, la France entière se demande qui est ce Christophe. Alors, on se demande aussi qui est Aline, parce que Christophe a donné plusieurs versions, et sait-on aujourd'hui vraiment qui est Aline qui a inspiré cette chanson, Bernard Pasquito? Oui, je vous rassure, de toute façon, tout au long de sa vie, Christophe a toujours donné plusieurs versions de tout. Oui, il avait un côté mythomane. Oui, un petit peu. Et alors Aline, alors il a donné, enfin la version la plus concrète et réelle, c'était une assistante dentaire étudiante qui gardait aussi les vestiaires dans des boîtes de nuit et dont il était tombé amoureux. Je ne sais pas si sur le fauteuil du dentiste il criait Aline. Et voilà, toujours est-il que c'est une jeune femme, une jeune fille d'origine polonaise, d'une famille du Nord. Et Christophe a été reçu dans cette famille, et donc il y avait quelque chose de sérieux dans cette amourette. Il a été reçu, et puis ça s'est un petit peu mal passé à un moment donné, lorsqu'il a décidé d'écrire cette chanson Aline, parce que le père de la jeune fille ne voulait pas que sa fille apparaisse en chanson et qu'on utilise le prénom de sa fille. Voilà. Alors, il se trouve que la vie de Christophe, on la connaît vaguement parce qu'il a effectivement beaucoup menti. Il est né à Juvisy-sur-Orge et je crois qu'il avait un complexe au départ, c'est-à-dire qu'il était petit, il faisait des fugues. Enfin, il a une enfance très particulière, Christophe. Bernard Pasquito. Oui, alors petit, son frère Gérard, qui parle abondamment dans le livre, nous dit que c'était vraiment le seul des 3 frères qui était petit. En fait, il avait hérité de sa mère. La mère était une très petite femme, donc tous les autres étaient d'une taille à peu près normale et même plutôt grand. Et lui, il était tout petit. Non, ce qui a été le plus traumatisant, je pense, dans son enfance, c'est la relation entre ses parents. Son père était un homme très travailleur, très bon père de famille. Gagnant beaucoup d'argent, en faisant bénéficier sa famille, ses enfants.
Mais alors c'était un coureur invétéré qui découchait toutes les nuits, ça créait des scènes de ménage absolument abominables avec la mère, qui a fini par aller quand même se retrouver en hôpital psychiatrique. Les enfants, vu que ça, et évidemment Gérard Bevilacqua qui raconte ça était beaucoup plus âgé que ses frères, donc lui dit moi j'ai moins encaissé ça. Mais Christophe, qui était beaucoup plus jeune, a été marqué pour la vie par ça. Il gardait une adoration pour sa mère. Mais je pense que la vie familiale, la vie conjugale, etc., c'est déjà quelque chose auquel il avait renoncé dès son plus jeune âge. Voilà. Il se trouve qu'il fuguait en permanence, c'est-à-dire qu'à tel point qu'il a un premier contrat qui est prêt chez Barclay, qu'il a remarqué, et qu'il ne va jamais aller le signer. Oui, alors ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il a 17 ans. Il est en pleine fugue, d'ailleurs, de son foyer. Mais enfin, ce sont des fugues dont personne ne s'occupe de lui. On n'envoie pas la police le rechercher. Et puis, donc, il gratouille un peu de la guitare, il chantonne. Et Barclay le repère dans un festival dans le sud et lui propose de venir signer un contrat. Et il dit oui, etc. Et puis il n'est jamais venu. Voilà. Barclay a jamais compris, quoi. Personne n'a compris. Et il y a eu d'autres événements liés à Christophe. Et il y a une date importante, justement. C'est le 18 juin 1967. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Pasquito pour parler de Romain Vidal et de Christophe. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Pasquito qui signe avec Romain Vidal, Christophe, mon père inconnu chez Robert Laffont, l'histoire de Romain Vidal, donc le fils biologique de Christophe, qui est né à une date clé justement de cette vie, de cette émission, le 18 juin 1967. Et ce jour-là, à Boulogne, à la clinique du Belvédère, Christophe vient comme un heureux papa parce qu'il rêvait d'avoir un enfant. Voilà, ça pourrait être une très très belle histoire. Et là aussi, on est dans l'incompréhensible, dans le surréalisme complet. Donc, il a rencontré Michel Thor 1 an et demi à peu près avant, à l'occasion de tournées. Ils font partie de l'équipe Lederman. Donc, ils tournent ensemble. Il y a Hervé Villard. Et donc, voilà, il tombe assez vite amoureux. Et Michel Thor raconte que très très vite, elle est très heureuse avec lui. Il n'y a pas d'ombre là-dessus. Il vient même avec 13 roses à la clinique. Oui, mais ça c'est après. Il y a quand même c'est 6 mois, 7 mois, 8 mois de bonheur et puis de projets fous. Qu'il annonce sans arrêt, on va se marier chez ma grand-mère, on va avoir un enfant, on l'appellera Giusti, il viendra nous voir chanter, il sera derrière le rideau, etc. Et un beau jour, Michel Thor tombe enceinte. Et là, il lui dit et qu'est-ce que tu comptes faire? Et là, pour elle, tout s'arrête. Au niveau de Christophe et de la paternité. C'est-à-dire, elle dit, bon, de toute façon, cet enfant, j'avais toujours su que je l'élèverais toute seule. Donc voilà, pas de problème. Il n'empêche que donc il ne parle plus de l'enfant, mais le jour de la naissance, ou plutôt le lendemain de la naissance, il se pointe à la clinique du Belvédère avec un photographe de France Dimanche tout de même. Le garçon était prévoyant et avec 13 roses et rouges. Et Michel Thor lui demande pourquoi 13 roses, et il dit parce que je suis né un 13 octobre. Bon, ce qui était... et voilà. Donc, cette photo existe, on la connaît, elle dit bien que Christophe est le père de Romain, on ne peut plus. Mais, malgré tout, 2 jours plus tard, il devait venir chercher Michel et l'enfant pour les ramener chez eux. Et bien, au dernier moment, il se décommande. Il a un empêchement. Et c'est Gérard Bevilacqua, son frère, qui va venir chercher la jeune maman
sa petite sœur et le bébé pour les ramener chez eux. C'est même Gérard Bevilacqua, pour la petite histoire, qui va donner le premier biberon à Romain, puisque Michel Thor, qui a 20 ans, ne sait pas, et que Gérard Bevilacqua, qui lui est père de famille, a cette expérience-là. Voilà. Il se trouve que Michel Thor, à l'époque, est en plein succès, qu'elle a élevé aussi sa famille après la mort de sa mère, et est en plein succès avec une chanson qui, hélas, ne correspond pas à la réalité. Dans mes bras, oublie ta peine. Dans mes bras, oublie ta peine. Dans mes bras, oublie ta peine. Alors, il se trouve à ce moment-là que Michel Thor décide d'élever l'enfant toute seule et elle ne dit rien à personne. C'est un mur qui se ferme. C'est extraordinaire parce que ça montre à quel point Michel Thor est une femme d'une grande qualité, et d'une force mentale, parce qu'elle a 20 ans. Elle a perdu sa mère 9 mois plus tôt dans un accident de voiture, c'est assez dramatique. Elle a sa petite sœur en responsabilité, sa petite sœur qui a 9 ans de moins qu'elle, donc qui a une dizaine d'années. Mais comme elle le dit, moi de toute façon avec Christophe, malgré tous ces projets mirifiques, tout ce qu'il pouvait me dire, dans ma tête, j'y croyais parce que j'avais envie d'y croire, mais d'un autre côté, je savais que quoi qu'il arrive, même si on se mariait, si on avait un enfant, cet enfant, à un moment donné, c'est moi qui l'élèverai et pas lui. Je savais que je pourrais pas compter sur lui. Voilà. Donc elle n'a pas été, elle n'a pas été surprise ni désappointée. Après, c'est vrai qu'elle s'enferme dans un silence, par exemple, par rapport à la presse. Parce que moi, je lui ai reproché quelque part, enfin gentiment, mais je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas demandé de reconnaître Romain? Parce que Romain se serait appelé Bevilacqua, et il n'y aurait pas eu tous ces drames derrière. Elle me dit, mais moi, à l'époque, j'en avais assez de tous les articles de presse, sans arrêt, c'était la pauvre Michel Thor, elle a perdu sa mère, et maintenant elle est quittée par Christophe, et il veut pas reconnaître son enfant. J'avais pas envie de pleurer, de pleurnicher, d'avoir les machins. Donc j'ai pris mes responsabilités, et j'ai décidé d'élever mon enfant toute seule. Voilà. Et pendant ce temps-là, Christophe continue avec d'autres succès, comme cette chanson. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Alors ces marionnettes, justement, ça c'est ce qui bouge pas, mais il bouge tout le temps, Christophe, et il roule à 300 à l'heure. À l'époque, il n'y a pas de limitation de vitesse, et je crois qu'il a commencé à conduire bien avant le permis en empruntant la voiture de sa mère, qui était une Simca à ronde, qui était la voiture la plus vendue en France en 56. Ouais. C'est-à-dire, il conduisait déjà depuis l'enfance. Oh ben, il conduisait à 13 ans. Dans les rues de Juvisy, il faisait des rodéos, comme on dit aujourd'hui, tout seul. Il piquait la clé de la voiture de sa mère et il se traçait des circuits dans Juvisy à 2 heures du matin. Alors bon, c'était une autre époque là aussi. Il faisait pas ça avec des copains, etc. C'était tout seul. Il a toujours adoré ça. Et puis, si je peux faire un petit retour sur la chanson Les Marionnettes, c'est tellement Christophe, quoi. Ce petit monde qu'il s'invente. Complètement. Hein, ces petits personnages qu'il fait vivre comme ça dans sa tête. Enfin, je veux dire, bon. Mais il s'invente son monde et il vit effectivement à toute allure. Dans les années 60, Johnny et Franck Alamo faisaient des courses sur les Champs-Élysées à 3 heures du matin, à 200 à l'heure, avec leur bolide, et personne ne disait rien. Et oui. Christophe a continué, et Christophe, en plus, a cassé beaucoup de voitures. Oui, il a beaucoup cassé. Il a eu beaucoup de retraits de permis de conduire jusqu'à retrait de conduire définitif il y a, je sais pas, 30 ans ou 40 ans. Hein, donc il avait plus le droit de conduire. Il a fait des collections de voitures absolument faramineuses. Il a fait des courses à Montlhéry. Il a fait des courses à Montlhéry. On s'est toujours posé la question de savoir comment il faisait pour avoir dépensé autant d'argent qu'il en gagnait, même plus. Mais bon, je veux dire, quand vous êtes collectionneur par exemple, de voitures comme ça finit par coûter beaucoup. Et puis il y avait les jukebox, il y avait quelque chose dans tout ça. On voit bien qu'il y a pas beaucoup de bonheur en même temps. Il y a une excitation permanente, on le voit avec Michel Thor, dans cette relation
il y a de la peur aussi. Dans la vie de Christophe, il y a de la peur qui est permanente. Et notamment, ce que raconte Michel Thor, quand ils étaient ensemble, c'est que la peur de monter sur scène. Il avait peur de monter sur scène. Il lui disait très souvent, je vais pas y aller ce soir, à 5 heures dans une chambre d'hôtel. Il disait, j'y vais pas ce soir, c'est pas mon métier. Moi, toi, tu seras chanteur, je vais te produire. Moi, je serai derrière. Et une fois, il n'y est pas allé. C'était Marcel Amont, je crois, qui était en vedette. Il n'est pas venu. Il a déposé Michel Thor. Ils faisaient les premières parties, eux. Il a déposé Michel Thor et il est parti parce que la peur de monter sur scène. Alors, Romain s'appelle Romain Vidal pour une raison. Il a été reconnu officiellement à 2 ans par celui qui était alors le mari de Michel Thor, Sauveur Vidal, que tout le monde appelait Vidal. Oui, il a été, l'expression, c'est il a été reconnu par le mariage. Oui. Voilà. 2 ans après la naissance de Romain, Michel Thor rencontre Sauveur Vidal, qui déteste son prénom, et qui essaye de se faire appeler Jean Vidal plutôt. Et puis Michel Thor, et elle a été suivie après par tout le monde, a décidé de l'appeler Vidal. Et donc tout le monde l'a appelé Vidal. Et quand on parle de lui dans la famille, on dit Vidal. Et Romain le considère comme son véritable père. Il a disparu aujourd'hui, mais il garde un attachement. Cet homme tombe très amoureux de Michel Thor, décide d'abandonner son entreprise de carénage à Cherbourg pour s'occuper de la carrière de Michel Thor, parce qu'il estime que s'ils sont séparés, ça marchera pas. Et au moment où il la demande en mariage, il ajoute Romain Vidal, qu'est-ce que tu en penses? Et là, elle comprend ce que ça veut dire. Évidemment, elle lui en a été très reconnaissante. Et quant à Romain, quand il parle de son père. Il continue de dire, c'est mon père, Vidal. Mon père, c'est Vidal. Christophe, c'est son père biologique. Voilà, c'est autre chose. Tout ça est très émouvant. Et il y a une autre date aussi importante dans la vie de Romain Vidal et de Christophe. C'est le 5 novembre 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Pasquito pour parler de Romain Vidal et Christophe. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Pasquito pour ce livre que vous signez avec Romain Vidal, Christophe, mon père inconnu chez Robert Laffont. On a commencé à raconter justement comment vous avez connu Romain Vidal, comment il est devenu le fils de Vidal, et alors que Christophe est son père biologique, il ne l'a pas reconnu. Mais finalement, il y a eu des retrouvailles, et si je parle du 5 novembre 2013, c'est que c'est important, car Yves, l'un de ses frères, meurt d'un cancer du poumon ce jour-là, et à l'hôpital, il y a Christophe et il y a Romain. Oui, alors là aussi, c'est encore une histoire exceptionnelle. Dans cette histoire exceptionnelle, il y avait un 3e frère bévilacquois, Yves, qui, en 2009, vient se faire soigner à Aix-en-Provence, parce qu'il a un cancer dont d'ailleurs auquel il ne survivra pas. Et justement, il prend comme médecin le médecin dont je vous ai parlé au début. Et très vite, Yves, il sait que Michel Thor, qu'il n'a pas revu depuis 50 ans, habite à Aix, et que son fils, Romain, son neveu donc, habite là. Et il est curieux, il y a des gens comme ça, il est pour le regroupement familial, et il va faire tout ce qu'il peut pour rencontrer Romain. Il va y arriver par l'intermédiaire de Michel Thor, et ensuite, il va faire tout ce qu'il peut pour que Christophe puisse rencontrer Romain. Alors Romain l'avait rencontré déjà une fois, mais il n'y avait pas eu de suite. Mais autour du lit d'agonie de ce Yves bévilacquois va se nouer une relation beaucoup plus complète entre père et fils, puisque à chaque fois que Christophe vient voir son frère à Aix, eh bien, il est toujours organisé qu'il rencontre Romain aussi. Et peu à peu vont se nouer des vrais liens, des vraies histoires entre l'un et l'autre, jusqu'au moment que je trouve bouleversant, c'est de l'enterrement d'Yves, qui est enterré en novembre 2013, donc à Ventabrin, un village à côté d'Aix-en-Provence.
Il y a donc Christophe qui organise les obsèques, qui il y a pas d'autres familles. Enfin, il y a la famille ici, il y a les enfants d'Yves. Et puis, est-ce que Romain va venir? Alors, la manager de Christophe, qui se croit un peu au spectacle, dit que c'est pas préférable parce que si jamais il y a des paparazzis qui voient Romain, etc. Là-dessus, la fille d'Yves dit, moi, ce sont les obsèques de mon père, donc mon cousin va être là. Voilà, on n'est pas au spectacle. Et il y a ce geste bouleversant de Christophe. Romain est donc dans l'église. Il s'est mis à l'écart sur une autre partie parce qu'il ne veut pas gêner Christophe. Et au bout de 5 minutes, Christophe quitte le banc, va chercher Romain et le ramène et il lui dit « Tu viens avec nous au banc de la famille ». Ce qui, évidemment, pour Romain, c'est un souvenir exceptionnel. Il se trouve qu'il y avait eu une première rencontre dans un concert où, parmi les chansons, il y avait celle-ci. Dandy, un peu maudit, un peu vieilli. Les paradis perdus, et c'est un soir de paradis pour Romain parce que pour la première fois, je crois que c'est à Berre, en 2004, Bernard Pasquito, il rencontre son père dans une loge et ils vont parler 1 heure, la loge fermée. Alors, il faut vous expliquer que pourquoi est-ce que Romain n'a pas fait de démarche avant? Tout simplement parce que tant que Vidal était vivant, son père, il ne voulait pas. Il ne voulait pas, il aurait pris ça comme une trahison d'aller chercher un contact avec Christophe. Vidal est mort en 2001. Et donc, à partir de là, ça a commencé à tracasser Romain. Et finalement, il a la chance qu'un de ses amis, Frédéric Planck, l'accompagne à ce concert. Et là, il demande, Frédéric Planck dit, voilà, je suis accompagné à l'appariteur qui est là devant les loges. Il dit, je suis accompagné de Romain Vidal, vous savez qui c'est. Si Christophe veut le voir après le concert, nous serons là, vous nous faites signe. Voilà. Et ça aussi, c'est un geste bouleversant, je trouve très émouvant de la part de Christophe, qui aurait pu se défiler, hein, pour le coup. Après le concert, on fait signe, et Romain rentre dans la loge, et là, pendant 1 heure, les 2 hommes vont rester enfermés. Il y a le maire de Berre qui attend, etc. Personne ne comprend ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, parce que ce sont 2 hommes qui sont bloqués l'un comme l'autre. Quand Christophe commence par dire à Romain « Il faut que je t'explique », il le coupe, comme il le fait avec Michel Thor. Moi, je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas. C'est toujours Michel Thor a se heurté à ça pendant 50 ans. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Il ne veut pas d'explications, il estime que chacun a ses explications. Et voilà. Mais en revanche, Romain remarque quelques signes de reconnaissance entre eux. Et notamment, Romain me dit, pendant très longtemps, je m'étais demandé pourquoi je finissais jamais une phrase. Et je m'aperçois que Christophe, c'est pareil que moi. Il ne finissait jamais pas une seule de ses phrases. Et donc, ils échangent quand même. Ils boivent, ils descendent une bouteille de rouge. Ils parlent très peu. Christophe s'en sort avec beaucoup de malice. C'est-à-dire qu'il pose des questions sans arrêt. Vous savez que le meilleur moyen de ne pas recevoir de questions, c'est d'en poser. Hein, alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as des enfants? Tu es marié? Tout va bien, etc. Et ce geste aussi que Romain n'oubliera pas, c'est au moment où il se lève pour se séparer. D'abord, il lui demande son numéro de téléphone. Il lui dit moi, je t'appellerai pas, je te ferai des textos parce que le téléphone, c'est pas mon truc. Et puis, il dit à Romain, est-ce que je peux t'embrasser? Voilà. Donc, alors évidemment, Romain, ce sont peut-être des petites choses, mais il faut savoir qu'il n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, sur le cœur, et ce sont des petites choses qui comptent énormément pour lui. Et Romain vous a parlé de cet instant, qu'est-ce qu'il a ressenti, Bernard Pasquito? De cet instant-là, oui. Pour lui, c'était un moment magique. C'était un moment magique. C'est une forme de reconnaissance. Tout d'un coup, parce qu'on dit pas ça à un étranger. Bien sûr. Voilà.
Et ça, le moment de l'église aussi, où il va le chercher pour le ramener au banc de la famille, ce sont des moments extraordinaires, quoi. Mais on imagine aussi l'effort qu'a dû faire Christophe, parce que finalement, il était paralysé dans n'importe quelle situation, en dehors de ses chansons. Je crois que Serge Gainsbourg lui a offert le rôle principal de Je t'aime moi non plus. Jean-Jacques Benex lui a proposé d'être dans 37 de le matin. Il a refusé tout ce qui se rapportait au cinéma. Ouais. C'est assez curieux. Oui, c'est une timidité, D'ailleurs, Romain est pareil, là aussi. Hein. Ils ont beaucoup de points communs. Ils se ressemblent physiquement. Ils se ressemblent physiquement, mais mentalement, il y a beaucoup de choses. Romain est bloqué. Moi-même, enfin, le travail sur ce livre, ça a duré 2 ans et demi. C'est pas pour rien. C'est parce que ça a été difficile. Enfin, Romain dit Bernard m'a tiré les vers du nez. Mais c'est quelque part, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour lui faire dire les choses, il a fallu que je les arrache mot à mot, syllabe par syllabe, parce que il y a quelque chose d'enfermé. Ils ne peuvent pas dire les choses avec une immense timidité. C'est pour ça que, autant c'est vrai qu'à travers ce livre, ce travail, il y a des moments où on en veut un peu, même beaucoup, à Christophe, hein, de son comportement qui a provoqué beaucoup de chagrin, etc. Autant je trouve, par exemple, que la scène des loges où il accepte de recevoir Romain, je trouve que c'est vraiment à mettre à son crédit, parce que connaissant le personnage, ça a été un effort terrible pour lui. Il aurait pu s'en tirer, hein, dire ah ben non, je suis attendu, voilà. Et voilà, et il a donné ça à Romain. Moi, je me souviens du livre de Bénédicte Lacapria, qui a été la dernière compagne officielle de Christophe, qui a sorti ce livre il y a 2 ans, où elle racontait que chez lui, il était comme ça. Il y avait des tas de gens, mais il disait un mot à l'un, un mot à l'autre, un mot à l'une, un mot à l'autre, ça s'arrêtait là. Il n'y avait rien d'autre. Et quand il parlait tout d'un coup pendant 10 minutes, il racontait des conneries. Oui, alors pas seulement. Il inventait. Oui, il inventait, mais il a beaucoup inventé sur sa vie. D'ailleurs, toutes ses biographies sont à peu près fausses. Mais quand il vous parlait, moi, il me disait à 3h du matin, j'ai vu ton film à la télévision. Et là, il est devenu très bavard. Oui, voilà, sur des choses comme ça qui. Mais quand il s'agissait de parler de lui, de ses sentiments, de ses pensées les plus intimes, il y avait une espèce de fermeture, ou alors il rêvait. Enfin, je pense que sa vie d'enfant, de petit ado, a été assez triste, encore une fois, entre ses parents qui se déchiraient, et que à partir de là, il a inventé systématiquement des nouveaux mondes. Et encore une fois, je reviens aux marionnettes. C'est son petit monde à lui qu'il a. Ah oui, les mots, il a préféré les chanter, surtout quand ils étaient bleus. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase. C'est vrai que cette chanson fait partie des succès de Christophe, car c'était un extraordinaire musicien. Il faut savoir que Christophe et Romain se sont revus régulièrement en secret ensuite, Bernard Pasquito, dans des cafés. Oui, ou chez les amis dont je parlais, l'ami médecin, son frère, voilà. Mais il fallait toujours rester discret, parce que Christophe avait, alors ça fait partie de ses défauts, c'était quand même un faible. Et donc il avait très peur de sa femme, même si ils vivaient plus depuis plus de 20 ans, ils vivaient plus ensemble. Mais sa femme, Véronique, il voulait pas d'ennui. On en connaît quelques-uns comme ça, quelques-unes des stars du show business qui n'ont pas souhaité avoir trop d'ennuis avec leurs épouses, et qui, pour autant, se cachaient pour voir leurs enfants, s'inventer des rendez-vous, et voilà. Donc il y avait toujours une gêne. Et évidemment, ça c'est quelque chose qui blessait un petit peu Romain, parce que il n'est pas idiot, et il voyait bien que
s'agissait toujours de se voir dans la discrétion la plus absolue. Voilà, parce que Véronique, la femme de Christophe, qui n'était plus sa femme, mais ils avaient pas divorcé, c'est elle qui s'occupait de tout au moment des obsèques, ne voulait même pas que Romain voie sa demi-sœur, avec qui il avait pris contact via les réseaux sociaux. Oui. Oui, ça s'était assez bien passé d'ailleurs, ils ont échangé, ils sont tombés de façon presque anonyme l'un sur l'autre, Romain... et donc c'est une relation s'est nouée et elle a été cassée violemment par Véronique qui a pris son téléphone un jour alors qu'ils étaient justement en train de se donner un rendez-vous pour se voir réellement. Et avec les mots de Véronique assez durs, disant de toute façon je sais très bien ce que vous cherchez et vous l'aurez jamais. Je pense pas qu'elle sache qu'elle ait su un jour ce que Romain cherchait. Et puis surtout, il y a chez Véronique, je n'invente rien, on l'a encore pu le constater sur des émissions de télévision régulières récemment, une hantise, une haine de Michel Thor. Une peur de Michel Thor, c'est-à-dire que 50 ans après, elle était toujours jalouse de Michel Thor. Elle continue de dire, d'ailleurs, récemment, il y a eu un article sur le livre, et interrogée par le journaliste qui venait de nous interroger, elle a dit ce livre je ne l'ai pas lu, mais je sais très bien ce qu'il y a dedans, c'est toutes les saloperies de Michel Thor qui continuent de me harceler. Oui, écoutez, dans ce livre, il y a beaucoup d'autres choses et on va en parler avec la date de sa sortie, le 31 août 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Pasquito pour parler de Romain Vidal et de Christophe. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Pasquito qui a sorti avec Romain Vidal Christophe, mon père inconnu chez Robert Laffont. Donc on a évoqué comment Christophe est le père biologique de Romain Vidal, comment tout ça s'est passé, leur rencontre. Mais finalement, ce livre, ça a été beaucoup plus de travail que vous l'imaginiez au départ, Bernard Pasquito. Oui, bon, c'est moi qui ai provoqué ça, en même temps, parce que j'ai eu la chance guidé par Romain, parce que c'était toutes ses relations, des gens qu'il aimait beaucoup, ses amis, ses ex-femmes, Gérard Bevilacqua, Michel Thor, de rencontrer ces gens, de pouvoir parler, de recomposer un peu le puzzle. Ils parlaient facilement, ces gens-là, parce que c'était quand même un secret de famille. Oui, mais moi je suis tombé sur des gens, pour ceux qui ont parlé, il y en a quelques-uns, qui ont pas voulu parler, pour des raisons qui leur appartiennent, mais les autres, Gérard Bevilacqua, par exemple, le frère, il a pris plaisir, parce que c'est quand vous êtes le frère de Christophe, que vous avez vécu cette histoire depuis 1967, comme ça, en la tenant enfermée, parce que Gérard Bevilacqua m'a dit, on ne pouvait pas parler de Romain avec Christophe, dans leur famille. Dans leur famille. La maman a essayé, vraiment, la grand-mère, donc, elle a vraiment essayé. Elle a essayé de forcer la main de Christophe. Elle voulait qu'il se rapproche de son fils, elle n'a jamais rien obtenu. Il ne voulait pas, il était bloqué. Il a été bloqué dès le départ. Je pense que c'est quelque chose qui lui faisait peur, là encore. On est dans la peur absolue. Donc vous avez mené cette enquête à retrouver des choses que vous n'imaginiez pas au départ. Ah oui, non, bien sûr. J'ai découvert moi-même. C'est le plus grand plaisir d'ailleurs quand on fait des enquêtes et quand on écrit des livres, si en même temps on peut découvrir des choses plutôt que d'écrire des choses qu'on sait déjà. C'est formidable. Et j'ai découvert ça. J'ai découvert. Alors Michel Thor, ça a été difficile. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu gonflé de venir dire que c'est elle qui est derrière ce livre. C'est même vexant pour moi, parce que je peux vous dire que si je me suis donné beaucoup de mal, c'était pour faire parler Michel Thor, parce que autant elle était, il faut que je sois bien clair, elle était ravie pour son fils
qu'est ce livre, que Romain ait ce livre, etc. Mais au départ, elle était tout le temps dans la crainte. Elle pensait que peut-être j'allais faire un livre un peu d'éloge à Christophe. Et elle, pour être un petit peu vulgaire, elle avait quand même toujours en travers de la gorge, quand même l'histoire de la naissance de Romain, de la non-reconnaissance. Donc elle me disait souvent, elle s'arrêtait, et puis elle me disait, ouais, je vais pas faire l'éloge, parce que quand même, il s'est quand même comporté comme un pauvre type, quoi. Et puis, c'est extraordinaire, les êtres humains, parce que par moments, elle me racontait des choses, ou moi je lui racontais des choses que Romain m'avait dites, et tout d'un coup elle avait les larmes aux yeux, et elle revoyait les bons moments avec Christophe, parce qu'il y a une affection qui est restée jusqu'à... on en parlera peut-être, la seule fois. Le seule fois ils se sont retrouvés, les 90 ans de Marcel Amont à l'Alhambra. C'est extraordinaire. Ils sont là 2019. Oui. C'est-à-dire 52 ans après la naissance, ils ne s'étaient jamais revus. C'est-à-dire que quand ils faisaient une émission de Sacrée Soirée ou de Drucker, les ordres étaient donnés. Attention, on a Christophe et Michel Thor, alors ils passent pas par la même porte, on les prend pas au même moment, surtout qu'ils ne se croisent pas, etc. Et là, il y a les 90 ans de Marcel Amont. Chacun dans sa tête a dû se dire, attends, pour Marcel, on va pas passer mon intérêt avant, donc ils y vont. Elle se retrouve là, Michel Thor va vers Christophe, lui dit bonjour, ils s'embrassent, 52 ans après, et là il commence à lui parler tout de suite, comment va Romain ? Et ils échangent, et ils parlent, ça aussi c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il parle à Michel Thor de la maladie de Romain, il lui pose plein de questions, il ne l'a jamais fait avec Romain. Et alors, il y avait cette manière, il laissait entendre à Romain des choses du genre « je te trouve très courageux », mais lui dire c'est quoi ta sclérose en plaques, c'est quoi le traitement, etc., il pouvait pas. Mais en revanche, il le fait avec la maman. Et donc, ils ont la fin de la conversation, c'est de dire la prochaine fois que je viens à Aix, j'irai manger avec Romain, et puis tu viendras avec nous. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. C'était en 2019, il est mort un an plus tard. Oui, voilà, c'était 7-8 mois avant qu'il disparaisse. Et Michel Thor est une femme formidable, 60 ans de carrière, une carrière exceptionnelle qui continue, et sa chanson symbolise ce qu'elle est. C'est vrai qu'elle vit en Provence aujourd'hui, Michel Thor à Aix-en-Provence. Alors, il y a aussi une chose qu'on ne sait pas, c'est le parcours de Romain, et vous le racontez dans ce livre, Bernard Pasquito, parce qu'il a eu un parcours professionnel, une vie privée et des enfants. Oui, il a eu une épouse avec laquelle il a eu 2 enfants, Samuel et Charlotte, qui ont autour de 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans pour Samuel. Et puis il a eu une compagne, Sandrine, avec laquelle il a eu une fille qui s'appelle Raphaël, que je connais bien parce qu'elle a 13 ans et demi. Et je dis je la connais bien parce que je la vois très 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 souvent quand je vais voir Romain, quand c'est le mercredi, quand c'est les vacances. Elle est très proche de son père. Et j'aime beaucoup cette jeune fille parce que, sachant qu'elle n'a jamais vu son père debout, en fait, parce qu'elle a 13 ans et demi, et donc lui ça fait 20 ans qu'il est... elle est très très proche de lui, elle passe des moments, des heures auprès de son père, elle l'accompagne autant qu'elle peut partout, vraiment très gentil, c'est très touchant je trouve. Et il vit près de Michel Thor à quelques dizaines de mètres. Michel a une belle maison qui n'est pas une maison de star, c'est une maison qu'elle a appelée d'ailleurs la Villa Clémente. Clémente, c'était le prénom de sa mère. C'est une jolie maison
provençale, telle qu'elle la voulait. Elle cherchait pas un truc avec 18 pièces. Et quand on traverse le jardin, on fait 15 mètres et on arrive à une plus petite maison, qui est la maison de Romain, où il y a 2 pièces, 2 grandes pièces. Malheureusement, il y a une 3e pièce pour les enfants, d'ailleurs, quand ils veulent rester dormir. Et voilà, où il a évidemment tous les soins médicaux appropriés. Et voilà, Michel Thor a gardé ce côté provençal, cette passion de la famille. Vous savez que je parlais de l'accident de voiture qui a tué sa mère quand elle avait 18 ans et demi. Oui, à bord de la voiture qu'elle lui avait offert. Voilà. Ses parents étaient des gens très modestes, n'avaient jamais eu de voiture. Et avec ses premiers cachets, son premier argent, elle a acheté une voiture à ses parents. Une 4L. Une 4L, et sa mère a été fauchée par un chauffard en pleine nuit. Donc vous vous rendez compte le traumatisme. Elle a aussi acheté une maison à son père. J'ai récolté il y a quelques jours des photos de l'inauguration de la maison qu'elle avait achetée pour son père. Ça remonte à quelques années. Donc elle est restée très 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 famille, et évidemment elle s'est toujours occupée merveilleusement de Romain. Il y a une tradition d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, Bernard Pasquito, il y a un olivier qui la suit de maison en maison et qui grandit au fil de ses déménagements. Oui. Alors, et professionnellement, je crois que Romain a travaillé d'abord dans l'univers des alarmes, et ensuite il a eu un snack. Oui. Alors, Romain, là aussi, on peut faire des comparaisons avec Christophe. Mais il le dit lui-même. Hein. Je suis flambeur. Je pense qu'il a pas toujours eu les moyens de Christophe. Mais donc il a monté plein de plans d'entreprises. Qui ont plus ou moins bien marché, moins bien marché. Je pense que c'est pas un grand gestionnaire. Il a beaucoup travaillé avec sa mère à un moment donné. Il a organisé des concerts. Oui, dans l'organisation de concerts, le côté un peu régisseur, etc. Voilà. Et puis dans les dernières années de sa validité, il avait monté un snack rue Jacques de la Roque à Aix-en-Provence, et c'est là d'ailleurs que son oncle Yves, quand il est arrivé à Aix, donc en 2009, allait l'observer en secret pour voir à quoi il ressemblait, et il a été obligé d'arrêter parce que déjà il avait commencé avec des béquilles, il était sur des béquilles et puis il n'arrivait plus à marcher, vous voyez, en étant en 2009. Voilà, donc... Et il a même failli chanter, Romain Vidal, ça a été envisagé. Oui, alors il paraît qu'il avait une très jolie voix, et à un moment donné, Vidal justement avait dit, et si on lui faisait faire un disque, et donc on avait trouvé une chanson à lui faire enregistrer, et donc tout ça c'était pas mal, voilà. Et puis à un moment donné, s'est posé le problème de la pochette du disque, et là on fait faire des photos de Romain, et quand on montre le jeu de photos à Vidal, Romain est là, il regarde, et puis il dit tout d'un coup, oh là là, qu'est-ce qui lui ressemble? Et là tout s'est arrêté. Romain a dit terminez le disque, qui évidemment il ressemblait à Christophe, bien sûr. Et le fait qu'on puisse... Parce qu'il a eu cette hostilité-là vis-à-vis de Christophe. On va peut-être parler de la façon dont il a appris. Oui, justement, pour terminer voilà. là-dessus, il a appris à l'école qu'il était le fils de Christophe. Et oui, enfin bon...
ça aussi, c'est bon. Ça, à mon avis, c'est une petite erreur de scénario. Quand même, normalement, quand un enfant se retrouve dans cette situation-là, qu'il est le fils de deux vedettes, je pense qu'il est urgent de ne pas attendre et de lui dire assez vite la vérité, ce qui n'a pas été fait. Et un beau jour, à l'âge de 6 ans, dans la cour de récréation, il y a un gosse qui balance à Romain, mais toi... tu t'appelles pas Vidal, Vidal c'est pas ton père c'est le chanteur Christophe. Alors, Romain comprend rien, fonce le soir voir sa mère et lui demande, qui lui dit bah oui c'est la vérité. Et là ça a créé un vrai traumatisme qui perdure aujourd'hui. J'espère que grâce au livre il sera un peu atténué, c'est-à-dire que Romain n'a plus jamais voulu parler de Christophe avec Michel Thor, et surtout pendant des années, il n'a plus voulu entendre parler de Christophe. C'est-à-dire quand Christophe passait à la télé dans une pièce, Romain sortait de la pièce où il éteignait la télé, il ne voulait pas entendre parler de Christophe. Il y avait une hostilité envers lui. C'est dire l'intérêt de ce livre très émouvant que vous avez écrit avec Romain Vidal, Christophe, mon père inconnu, que Romain a relu, et je pense que cela a fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien Michel, et surtout ça rétablit des vérités sur cette histoire, et c'est chez Robert Laffont. C'est un livre touchant, et je pense que tous les échos que vous avez depuis la sortie vont dans ce sens. Oui, c'est... Et je suis encore une fois, je trouve ça merveilleux pour Romain, quoi. Voilà. On est heureux pour Romain, heureux pour Michel, et on vous remercie d'avoir écrit Bernard Pasquito. À bientôt pour d'autres livres, car il y en aura d'autres, j'en suis sûr. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.